Qui est Karine Tuile, finalement. Je le sais pas moi-même, ça va être très compliqué. Je crois que tu as vendu plus d'1 million de livres. Toutes éditions confondues, etc. Oui, sans doute. Ma mère était assez timide, un peu prude. J'avais pas le droit de regarder un film un peu osé à la télé. Mais même un échange de baisers, elle était hyper prude. Ah ouais. Et en littérature, tout était possible. Elle me donnait à lire des textes qui me choquaient. Je les trouvais transgressifs, subversifs, érotiques. Je considère que le doute, c'est créateur. C'est un moteur, le doute. Si t'as trop confiance, à mon avis, pour un artiste, c'est la mort. Bonjour Karine Tuile. Bonjour. Je suis à la fois impressionnée, un peu stressée. Je vais pas te mentir. D'ailleurs, je te tutoie. On se tutoie, ouais, je préfère. Je ne te pose même pas la question de savoir si tu acceptes que je te tutoie parce que je vais pas réussir à faire autre chose parce que je sais pas, mais en fait, je suis une grande fan. J'ai lu beaucoup de tes livres, pas tous tes livres, mais j'ai lu beaucoup de tes livres. Et en regardant plein d'interviews et en préparant cette interview, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où on se ressemble un peu. Et ça me fait trop plaisir que tu sois là et je suis hyper honorée que tu sois à mon micro. Bah écoute, je suis ravie d'être là et tu as vu, je t'ai dit oui tout de suite. Hein. Mais ouais, voilà. Franchement, j'ai pas négocié et tout ça. Bon, j'ai un peu utilisé un peu de piston, machin, voilà. mais bon, des grands admirateurs de. Ça, on n'en parlera pas. De Julia dans mon entourage. Ça me fait très plaisir. On va se faire que des compliments, je le sens. Je te reçois pour... Ça va être bon pour notre ego cette émission. Ouais, c'est clair. Moi, c'est un peu un boost d'ego en fait, l'émission. Hein. Vraiment, ça sert à ça aussi. Ah bah, moi aussi, la promo, c'est un peu ça. Ouais. Après des mois, voire des années de retrait et de solitude, ça fait du bien. Ah ouais, on va en parler de ça. Bah oui. En tout cas, je présente quand même la raison pour laquelle tu es là. La guerre par d'autres moyens, ton dernier roman qui est paru chez Gallimard, que j'ai dévoré comme toutes mes copines, comme aussi plein de copains d'ailleurs, comme plein de gens qui en fait c'est marrant parce que dès qu'on a lu un livre de toi, on a envie de tous les lire et dès qu'il y en a un qui sort, on est un peu comme des fous, comme un film qui sort et qu'on a envie de dévorer. Donc merci pour ce livre qui est exceptionnel, je le conseille à tout le monde. Courez en librairie, achetez ce livre immédiatement et on va rentrer dans les thèmes de ce livre, mais aussi dans ta personnalité et j'ai envie de découvrir un peu plus qui est Karine Tuile finalement. Je le sais pas moi-même, ça va être très compliqué. D'ailleurs, quand on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu réponds ? C'est très difficile en réalité de parler de soi pour un auteur. Il y a presque quelque chose de contre-nature. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit ce métier par goût de la solitude et de la discrétion et de la réserve. Et tout d'un coup, le livre est mis un peu en lumière et tout d'un coup, on force un peu notre nature aussi, quoi. Donc la solitude, c'est un truc qui te colle un peu à la peau. Est-ce que j'imagine que c'est un qualificatif qui colle à la peau d'un auteur, d'un écrivain ? Oui, si t'aimes pas être seul, faut vraiment pas faire ce métier, quoi. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est quand même des mois au minimum de solitude imposée, avec des heures de solitude chaque jour. Parce que, en fait, dès que tu as une interaction sociale, t'es un peu déstabilisé dans ton travail, parce que l'écriture, c'est quand même une immersion. On oublie, mais c'est une immersion en soi-même. Donc, faut te mettre un peu en condition, faut s'isoler, faut s'enfermer, faut vraiment pas trop avoir de lien social à ce moment-là. Mais c'est ouf parce que je veux que la première partie de ce podcast, ce soit découvrir en fait la méthode Karine Tuile, ton processus de création en fait, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment les gens font ce qu'ils font et comment t'écris, quand est-ce que t'écris, comment ça se passe ? D'abord, j'ai toujours écrit. Donc, depuis loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit. Donc, c'est presque une façon de vivre, l'écriture. C'est pas vraiment un choix, c'est quelque chose qui te tombe dessus et t'en as besoin. Et donc, depuis l'enfance, vraiment, j'écris. Et puis, voilà, j'ai écrit mon premier roman à 19 ans qui n'a pas été publié, puis un second à 21 qui n'a pas été publié. Et ce n'est que le 3e roman que j'ai écrit qui a été publié. Et à partir de là, moi, j'ai fait des études de droit jusqu'en thèse, que je n'ai pas soutenue parce que, j'étais heureuse d'être publiée, donc j'ai voulu me donner cette chance de continuer. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai construit ma vie autour de l'écriture. Donc, ça veut dire aménager son quotidien. Donc, chaque jour, chaque matin, je me mets à ma table de travail. J'essaye de... C'est surtout, en réalité, l'écriture, c'est vraiment un processus de réflexion. C'est comment tu vas laisser ta pensée se déployer et permettre cette exploration de ta propre liberté. Je ne crois pas à l'inspiration, à tout ça. Je crois vraiment au travail et à la réflexion. À la rencontre aussi. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et un peu comme, moi j'adore cette citation de Jacques Brel qui dit que le talent c'est le travail. Tu serais d'accord avec lui de dire que, en fait, il y a des fulgurances évidemment, mais que, en fait, on arrive à écrire un livre, à écrire un film, un scénario, parce qu'on s'attelle à un travail, quoi. Ouais. Il y a un travail, mais après, il y a aussi une confrontation avec ton intériorité, parce que vraiment, tu travailles avec toi-même, en fait, quand tu es écrivain, contrairement à un cinéaste où il y a une équipe, il y a des acteurs. Et donc, cette intériorité, elle est construite de différentes façons. C'est parfois ton éducation, ta formation intellectuelle, les lectures, les rencontres que tu as pu faire, les épreuves aussi de ta vie. Enfin, on est nourri et on est composé de tout cela. Donc, évidemment qu'il y a le travail, il y a le talent, mais il y a cette chose qui est assez singulière, qui est voilà, la révélation de quelque chose de très profond. Comme toi, dans ta façon d'animer ton podcast, tu as ta singularité, tu as ton univers. Pourquoi, comment, enfin, est-ce que quelqu'un pourrait te ressembler? Je crois pas. Ah ouais. Et c'est quoi la journée type du travail de Karine Thuil? Tu te réveilles à quelle heure? T'as un bureau, j'ose pas du tout briser le mythe. Là, les gens pensent que j'ai une vie super excitante. En fait, je me lève, je me mets très, très tôt à ma table de travail, vers 8h. Et ça dépend, t'as des phases d'écriture pure. Et là, vraiment, t'es en immersion. J'écris toute la journée. Et puis le soir, je lis. Enfin voilà, j'ai pas trop de vie sociale. Et je marche beaucoup, je fais pas mal de sport, je marche. Et sinon, dans les phases où j'enquête, parce que j'ai quand même, mes derniers livres étaient quand même beaucoup nourris aussi d'enquêtes et de rencontres. Et de maîtrise de certains mondes, comme le monde judiciaire, par exemple, pour la décision. J'aime bien entraîner mon lecteur dans des univers qu'il ne connaît pas. Et là, voilà, tu as toute une série de rencontres, d'enquêtes. Pour écrire 12 France, j'ai passé du temps dans un centre de rétention administrative. Pour écrire les choses humaines aux assises, la décision, j'ai rencontré des juges d'instruction antiterroriste au pôle d'instruction. Donc, voilà, c'est vraiment nourri de plein de choses. Et c'est cette conjonction d'éléments qui finit par arriver à l'obtention d'un livre, quoi. Et comment la littérature rentre dans ta vie? À quel moment tu la rencontres, la littérature? Alors, je crois qu'elle a toujours en réalité été dans ma vie, puisque très tôt, ma mère m'a donné à lire des textes qu'elle empruntait à la bibliothèque municipale. Et j'adore raconter cette histoire. C'est que ma mère était assez timide, un peu prude. J'avais pas le droit de regarder un film un peu osé à la télé. Mais même un échange de baisers, elle était hyper prude. Ah ouais. Et en littérature, c'était... tout était possible. Elle me donnait à lire des textes qui me choquaient. Je les trouvais transgressifs, subversifs, érotiques, politiques. Et elle en parlait en plus librement. Donc elle les avait lus, donc elle savait très bien ce qu'elle me donnait. Et je crois que c'était sans doute inconscient chez elle. Moi, elle considérait que la littérature, c'était vraiment l'espace de la liberté, d'expression. Et moi, j'ai aimé cet espace parce que je me suis dit, d'abord, il y a de la liberté, et en plus, il y a de la transgression, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a une part de moi qui était à la fois très... rangée, et une part de moi qui aimait beaucoup et qui aime toujours d'ailleurs ce qui est transgressif, ce qui est un peu rageux, enfin qui vient d'une zone qu'on maîtrise. Ok, donc c'est à l'adolescence que tu rencontres, on va dire, la littérature, quoi, tes premiers livres. Est-ce qu'il y a un livre qui te donne une révélation et qui te donne envie d'écrire? Il y en a plusieurs. L'étranger de Camus. Pourquoi? Parce que en fait, c'est simple à lire. C'est très fluide, c'est court, c'est simple. Et en réalité, c'est d'une extrême complexité sur la nature humaine. Et j'ai adoré ça. Donc, finalement, les textes qui m'ont le plus marqué étaient des textes en apparence simples. Par exemple, La Métamorphose de Kafka, ça paraît simple. Et en réalité, c'est un texte d'une profondeur, d'une intelligence, d'une acuité, enfin avant-gardiste, visionnaire, tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est comme ça, c'est par ces textes-là que ma mère me donnait à lire, souvent des classiques assez courts de la littérature française. Et puis, peu à peu, l'esprit s'aiguise, tu as envie de lire des choses différentes. Et il y a des auteurs que j'ai découverts tardivement, tu vois, plus ardus. Je pense à Gombrowicz, je pense à Beckett, Pessoa. Enfin, c'est des livres que j'ai lus plus tard, mais j'étais prête pour ça. Et donc, il y a eu des étapes. J'ai eu des étapes, je pense même dans ton processus d'écriture, il y a des étapes, mais aussi dans ton processus de lectrice ou de lecteur. Et la première fois que tu écris, t'as quel âge?
Donc j'écrivais déjà petite. Ouais. Je sais qu'à 8-9 ans, j'écrivais. J'ai des petites histoires, beaucoup de poésie, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis à 19 ans, j'ai écrit un premier roman. Ah ouais, Ouais. 18 ans 19 ans. 19 ans Ouais. Et ça parlait de quoi? Ça parlait, c'était un truc un peu spirituel, mais je m'en souviens pas trop, mais je sais que c'était un peu spirituel. Tu te souviens pas de... Non, mais c'était naze, enfin. Ou tu veux pas te souvenir? Ouais, je veux pas me souvenir. Mais bon, il y avait cette tentative, tu vois, quand même déjà assez jeune. Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation dans la vie. C'est-à-dire que très souvent, j'entends des gens qui me disent « je rêve d'écrire, je rêve de faire du cinéma, je rêve de... » Mais en fait, fais-le. Ouais. Prends un papier, prends ton ordi, lance-toi et essaye et expérimente et réessaye 10 fois, 100 fois jusqu'à temps que tu y arrives. Mais je crois beaucoup à la transmission et à l'expérimentation. J'aime bien ça. Et c'est ton 14e roman. Enfin, 13e roman et 14e livre, parce que j'ai écrit un recueil de poèmes, Kaddish pour un amour. Exact. Ouais. J'ai demandé à ChatGPT combien de livres tu avais vendu. Il n'a pas trop réussi à me répondre. Par contre, j'ai fait mes petits calculs moi-même, parce que je suis juif séfarade, donc j'ai un calcul interne tout de suite. Et je crois que tu as vendu plus d'1 million de livres. Toutes éditions confondues, etc. Oui, sans doute. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est vertigineux et ça fait peur parce que il y a tout ce qu'on ne dit pas du rapport à la création et à la fragilité et à la précarité aussi de ces métiers, ce qui fait que j'aborde toujours un nouveau livre comme si c'était le premier, avec beaucoup de pudeur, de réserve, d'humilité, parce que les métiers créatifs, il y a toujours une crainte. C'est lié à notre travail, à notre inspiration. Enfin, il y a une énigme, donc ça crée quand même une fragilité particulière. Donc je mets pas trop en avant mes réussites. Bien sûr. J'avance modestement. On va parler du succès après, parce que c'est un thème qui revient beaucoup. En tout cas, la notoriété, c'est un thème qui revient beaucoup dans tes livres. Mais en ce moment, tu es en pleine promo. Comment tu vis ce moment de la promotion, d'aller dans les médias, les journalistes, etc. Juste avant, tu as un peu peur, parce que tu sais pas encore comment le livre va être accueilli, donc je veux pas mentir, il y a quand même une crainte de l'accueil qui va être fait au livre. Et puis une fois que tu as les premiers retours et qui sont positifs, là tu te sens mieux, tu te sens plus confiant. Et il faut aussi dire que quand même une carrière littéraire ou artistique, c'est un compagnonnage. Ça veut dire c'est des gens quand même qui me suivent depuis mes débuts, tu vois, parfois depuis mon premier roman. Donc il y a cette sorte, on se connaît pas forcément, hein, d'ailleurs les journalistes qui me suivent depuis mes débuts, mais il y a une sorte d'affinité intellectuelle, artistique, un compagnonnage intellectuel. Et donc, tu es toujours en attente de ça, de savoir si ils ont aimé le livre. Et puis, il y a des médias aussi que j'aime bien faire, comme la radio, j'aime beaucoup la radio. Et puis, bon, je pense que tu le sais, moi j'envisage vraiment le livre comme un espace de confrontation des opinions, des débats, des générations aussi. Et donc la promo est importante parce que ça te permet de faire connaître ton travail, que des gens de toute génération le découvrent. Donc c'est important aussi ce travail-là. Je pense qu'on peut pas, c'est compliqué pour un artiste d'être complètement isolé, de dire je vais pas du tout parler de mon livre dans les médias. Moi j'aime bien parce que j'aime aussi la parole. C'est drôle parce que je suis devenue écrivaine aussi parce que j'avais peur de prendre la parole, parce que j'aimais bien être dans mon coin, je voulais pas être avocate. Et en réalité, de plus en plus, j'ai plaisir à échanger aussi comme ça, utiliser la parole comme un instrument, un vecteur de lien entre les êtres. Il y a une citation de Borges que tu mets dans ton livre qui dit « Il faut être malheureux pour écrire ». C'est vrai ça ? C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut être malheureux, parce que si tu es vraiment constamment malheureux, c'est dur d'écrire, mais il est évident que quand tu traverses des expériences qui peuvent être douloureuses, tous les écrivains te le diront, ils savent au fond d'eux-mêmes, tous les artistes d'ailleurs, ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils vont en faire quelque chose du point de vue artistique. Tu vois, c'est Amy Winehouse quand elle fait sa chanson Back to Black. Elle est dans ce chagrin, mais elle sait au fond d'elle, j'en suis convaincue, qu'elle va transformer ce chagrin et en faire quelque chose d'artistique. Et donc, il y a quand même, il y a chez l'artiste la tentation d'aller se frotter à ce qui va lui faire un peu mal, en réalité. Tu vois, il y a une prise de risque. Enfin, si tu ne veux pas te mettre en danger, il faut pas faire ce métier. Parce que tu vas parfois vers des zones qui font mal et il faut y aller.
Et même, par exemple, pour La guerre par d'autres moyens, tu vois, il y a beaucoup de passages sur la rupture ou des passages sur la condition féminine. Honnêtement, c'était difficile pour moi parfois d'aller explorer certaines zones, mais j'y suis allée bon, ben, c'est vrai que ça peut faire souffrir, mais je me dis qu'au moins, ça peut faire de la littérature. Est-ce que la littérature, donc c'est un peu ce que tu viens de dire, mais ça abîme en quelque sorte, mais comment on en sort indemne à la fin de l'écriture d'un roman comme La guerre par d'autres moyens? Parce qu'il y a plein de thèmes qui sont... Je pense que c'est pas important, c'est pas grave si on en sort fracassé. Okay. Moi, je me dis que l'essentiel, c'est que l'œuvre existe. En fait, je suis une obsédée de la création. C'est vraiment ma vie. Donc, l'essentiel, c'est que ça existe. Après, ma seule limite, pour être tout à fait honnête, c'est ne pas nuire à ceux que j'aime. Je ferai jamais une autofiction, tu vois, comme Serge Doubrovski avait fait avec Le livre brisé, où il avait raconté la vie de sa femme et elle s'était suicidée au cours de l'écriture du livre, ce qui est d'une violence inouïe. Mais je connais aussi le pouvoir que c'est l'écriture. Tu peux, avec un livre, détruire la vie de quelqu'un. Ah ouais. Et ma limite, c'est ça. C'est, je sais que quand on me confie quelque chose, si la personne ne veut pas que ce soit révélé, je me transforme en fiction, je respecte ça. Il y a une autre citation sur justement l'écriture de Amélie Nothomb qui dit « Tout auteur a besoin d'une substance pour écrire ». Qu'est-ce que t'en penses ? Alors ça, c'est au cœur du livre. Alors ben oui, c'est vrai que, comme je le dis dans le livre, il y a des auteurs qui ont pris des drogues ou de l'alcool, parfois pour écrire, parfois juste pour expérimenter des trucs. On a tous nos petits trucs, pas forcément, enfin, c'est pas forcément des substances, mais t'as plein de moyens de susciter chez toi, y compris, je te dis, la mise en danger, la confrontation avec des émotions qui vont te faire mal. Ouais, c'est une exploration quotidienne, l'écriture. Et donc dans ce livre, il y a, on arbore plein de thèmes, plein d'univers, l'univers du cinéma, dans son côté le plus sombre en réalité, les violences sexuelles, la notoriété, ce que ça veut dire le traitement des femmes, il y a aussi le milieu politique. Comment tu t'es préparée pour écrire ce roman? Est-ce que tu as enquêté, comme tu le disais tout à l'heure, sur des univers? Comment tu t'es préparée pour ce roman? Alors ta question est hyper intéressante parce que justement je ne me suis pas préparée pour ce livre. Okay. Et c'est pour te dire le processus, l'énigme qu'est le processus d'écriture. C'est qu'au départ j'avais envie d'écrire sur la justice, enfin pour clore une sorte de trilogie après les choses humaines et la décision. Et donc je commence une enquête, je travaille, j'écris. Et à cette période, mais vraiment par hasard, j'ai rencontré d'anciens présidents de la République et des conseillers politiques, enfin des gens du milieu politique, d'anciens ministres. Et j'ai écrit les premières pages du livre. C'est un surgissement, c'est sous une impulsion. Ah ouais. Je me revois, je suis rentrée chez moi et c'est sorti. Après une soirée? Ouais, enfin un après-midi, je suis rentrée, je sais pas, j'ai écrit ça mais je l'ai mis de côté. Enfin, je pensais pas du tout écrire là-dessus. Puis j'avançais sur mon projet sur la justice et je me disais mais non, mais là j'ai un projet qui est totalement habité et là j'ai quelque chose qui, si tu veux, il y a un moment où tu as suffisamment de métier pour être capable d'écrire un roman. Mais si le roman il est pas habité, s'il n'y a pas une énergie, quelque chose de, voilà, tu vois, d'un peu subversif, un peu de, qui te bouleverse, quoi, qui te dérange, qui te déstabilise un peu, pour moi, faut pas y aller. Et donc, j'ai continué ce livre-là avec le personnage de Dan Lehman, cet ancien président de la République. Et là, totalement par les hasards, là aussi, de la vie, à l'époque, je travaillais sur l'adaptation de La Décision pour le cinéma. Waouh. Et donc, si tu veux, il y a une confrontation des univers qui s'est opérée dans l'écriture et en réalité, j'avais pas spécialement envie de raconter ces coulisses-là ou d'aller sur ce terrain-là. Il y a quand même un truc qui te dépasse quand tu crées. Je dis même pas quand tu écris, je dis quand tu crées, qui fait que tu vas parfois écrire précisément le livre que tu ne voulais pas écrire. Ah ouais? Ouais. Ça t'est déjà arrivé, ouais. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Pareil, les poèmes, le Kaddish pour un amour, j'avais vraiment pas envie de publier des poèmes sur un sujet pareil, alors que je venais de sortir de La Décision, ça avait été un beau succès, il avait été traduit dans plein de pays, je suis allée me confronter un recueil de la poèmes. Poésie, enfin tu vois, ça veut dire une remise en danger, une remise... mais c'était plus fort que moi, c'était plus fort que moi, ils sont venus, ils ont surgi, et je pense qu'on doit pas tout codifier. On ne doit pas, dans nos vies, je sais qu'on cherche souvent à organiser sa vie, à codifier les choses. Et je pense qu'au contraire, il faut
il faut laisser une forme de liberté et d'inattendu et de hasard dominer nos vies. Ouais, c'est un de mes mentors qui s'appelle Lisa Azuelos et qui me dit souvent, en fait, il faut pas que tu oublies que la terre te porte. C'est la terre qui te porte, en fait. Donc, ça va aller. T'inquiète, mets un pas devant l'autre et t'as des soucis, mais ça va le faire. Essaye de... C'est la terre et c'est aussi les rencontres. Ouais. Moi, je suis très attachée à la puissance des rencontres. Moi, ce sont vraiment des rencontres qui ont changé ma vie. Tu vois, à la vingtaine, j'ai rencontré un journaliste littéraire qui avait remarqué mon texte dans un concours sur manuscrit. Plus tard, des années plus tard, dans un magazine, on m'a dit qui vous rêveriez de rencontrer. J'ai dit Robert Badinter. Il m'a écrit et on est devenus amis. Donc, si tu veux, c'est vraiment des rencontres qui ont été décisives dans ma vie et je pense qu'il faut forcer parfois la vie, la nature. Il faut pas hésiter à rencontrer des gens qu'on admire, y compris d'ailleurs quand on est très jeune. Moi, je ne le savais pas, par exemple. Bah oui. Mais moi, j'adore rencontrer parfois des gens de 20 ans ou 25 ans qui veulent écrire et qui, quand ils me demandent des conseils ou qui me contactent, mais évidemment que je leur réponds, je leur donne des conseils. Moi, j'osais pas à cet âge. J'avoue que j'osais pas du tout. J'ai tâtonné pendant longtemps. Donc, la puissance et la force d'une rencontre qui peut changer nos vies, il faut toujours se le rappeler. Bah, c'est tout à fait les raisons pour lesquelles je fais des podcasts. C'est-à-dire, c'est une vaste mascarade pour rencontrer des gens, en fait, et qui me donnent des conseils. Donc, c'est super. Pour revenir sur le moment de la fulgurance, là, quand tu étais rentrée de cet après-midi et que tu t'es mis au travail, comment tes proches, ton mari, tes enfants, enfin, sans les citer évidemment, mais quand ils te voient te mettre avoir cette fulgurance, ils se disent quoi? Il faut pas la déranger, il faut la laisser dans son truc et on lui parlera quand elle aura terminé. Enfin, comment il gère ça, cette fulgurance de l'écrivain? Ils sont hyper respectueux de ça parce que c'est vrai que moi mes enfants quand tu grandis avec une mère qui écrit, tu sais que c'est un espace que tu dois respecter. Puis les livres, ils sont partout chez nous, tu vois, ils sont partout, ils s'entassent dans l'entrée, et ils savent que voilà, il suffit d'en prendre un, de se servir. Donc il y a un rapport d'ailleurs à la création d'une manière générale, parce que moi j'ai plein de potes qui travaillent dans des univers artistiques différents et c'est un beau mélange quoi. Et mes enfants ont beaucoup d'admiration pour les artistes, mon mari aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a énormément encouragée à écrire. D'ailleurs, je pense que c'est très important dans des parcours artistiques d'être entouré de gens qui respectent votre passion et votre vocation. Parce que là on parle de moi aujourd'hui, mais si je te raconte mes débuts, c'était extrêmement difficile. Et c'est très démoralisant. Au départ, les refus, quand tu commences à envoyer ton manuscrit, t'as des refus, c'est non. Tu te dis, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce qui fait que tu tiens? Qu'est-ce qui fait que tu continues, que tu remontes sans arrêt en selle? C'est ton entourage, c'est des amis, c'est tes proches, c'est des gens qui t'aiment et qui te disent, moi je crois en toi, ce que tu fais c'est bien. Et parce que quand on est très jeune, parfois il y a des phrases qui peuvent être cassantes, qui peuvent détruire des vocations. Mais je crois beaucoup au fait que parfois les défaites ou les échecs, plus tard, tu comprends que ça n'en était pas, que ça a été juste des parcours, des points dans un parcours. Et ce qui compte, c'est où ça va te mener en réalité, tu vois. Peut-être que si tout m'était arrivé trop facilement, trop jeune, j'aurais perdu en termes de plaisir de vivre la concrétisation aussi d'une vocation, d'un rêve, parce que je considère que c'est vrai que les parcours artistiques, c'est vraiment pour moi c'est vraiment une vocation. Et en fait le thème de la chute, je trouve que le thème de la chute des êtres humains, c'est un peu ce qui revient aussi à chacun de tes romans, et je trouve que c'est super intéressant parce que les personnages en chute, voilà, c'est ça que je voulais dire, ils sont extrêmement bien décrits et dans des univers en plus géniaux. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la chute des gens, et est-ce que tu t'imprègnes de tes expériences personnelles de chute dans ta vie pour écrire tes romans? D'abord, moi, mais depuis toujours, ce qui m'intéresse, c'est vraiment soit les anti-héros, tu vois, les gens qui ratent, les gens qu'on remarque pas, les gens socialement, qu'on remarque pas. Moi, je les remarque. J'ai toujours aimé ça, et finalement, les gens qui prennent trop la lumière m'intéressent moins. Ou alors quand ils prennent la lumière, ce qui m'intéresse, c'est les moments où ils sont vulnérables.
Tu vois, donc ce point de chute, ce point de vacillement, j'aurais pu choisir un président de la République en exercice. Non, ce qui m'intéresse, c'est l'après-pouvoir. Ouais. C'est ce moment où les gens s'en vont, ses collaborateurs partent, plus personne ne l'appelle, ce vertige, ce vide existentiel, y compris, tu vois, je décris une relation amoureuse. C'est pas le moment de la rencontre ou de l'amour qui m'intéresse, c'est vraiment le moment où, pourquoi tout d'un coup, y en a un qui aime moins. Il y en a un qui aime plus. Et qu'est-ce qui devient l'autre? Celui qui tout d'un coup est hyper vulnérable parce qu'il n'est plus aimé. Et vraiment, c'est ma nature. Hein. J'ai toujours été comme ça. Et d'ailleurs, dans tous mes livres, il y a des personnages qui sont en apparence des gens qui échouent, qui ratent ou qui vacillent. Et puis, on voit bien qu'en réalité, ils portent en eux une vitalité, une intelligence, une distance critique que les autres, ceux qui rayonnent, n'ont pas. Et comment tu gères j'imagine que quand on est écrivain, on écrit quelque chose, on se relit, on trouve ça moyen, je sais pas, tu peux dire bien. On trouve ça nul. Voilà. Comment tu gères le doute dans l'écriture? C'est très, très difficile. Et alors, pour le gérer, j'ai des amis écrivains que j'appelle tous les jours. Et on se parle et on dit, mais j'y arriverai jamais, je suis nulle. Et l'autre dit, bah, non, moi non plus, j'y arriverai jamais. Donc, en fait, on s'aide. Quand il y en a un qui coule, il y a l'autre qui met la tête hors de l'eau. Mais c'est un métier de doute. De croire que c'est un métier de c'est un métier de conviction parce qu'il faut être convaincu par ce qu'on fait, mais on doute tout le temps. Mais tu doutes tout le temps. Tu doutes au moment où tu commences, tu doutes au milieu du livre, tu doutes à la fin, tu doutes au moment de la parution parce que tu as peur. Et puis après, quand là, tu es en promo, tu doutes parce que tu te dis maintenant, il va falloir que j'en écrive un autre. Est-ce que je vais être capable? Mais je considère que le doute, c'est créateur. C'est un moteur, le doute. Si tu as trop confiance, à mon avis, pour un artiste, c'est la mort. Mais grave. Et le doute, ça fait partie... regarde, je vais te donner un exemple concret. Les choses humaines, quand tu le lis, ça paraît fluide. Mais les choses humaines, pendant 1 an, j'ai cherché le mode de narration. Qui allait raconter cette histoire de viol? Qui? La victime, l'accusé, la mère, qui? J'ai essayé je ne sais pas combien de formes avant de choisir la forme indirecte et donc la pluralité des points de vue. Mais j'ai tâtonné. Je le dis parce que pour les gens qui nous écoutent et qui veulent écrire, il faut qu'ils comprennent que s'ils n'ont pas les clés dès le départ, c'est pas grave parce que ça peut prendre des mois. Moi, ça m'a pris 1 an. Et franchement, j'étais au fond du gouffre. Ah ouais, carrément. Ouais, j'étais très mal. Tu le vivais comment? Bah, très mal, j'étais mal. Physiquement, t'es mal. C'est-à-dire, comme c'est ta vie, enfin, t'es envahi par cette incapacité à dénouer des fils. Et même pour ce livre-là, où tu vois, il y a quand même pas mal de personnages, il y a des intrigues, c'est assez tissé. Je pense qu'il faut être ambitieux quand on écrit ou quand on crée. Donc, tu as une ambition de départ et après, il faut que le résultat soit à la hauteur de ton ambition. Et il y a évidemment toujours un moment qui est une sorte de ventre mou où tu as tous les fils, où tu as toutes les pièces d'un puzzle, tu vois, et tu sais pas où tu vas. Et tu te dis, mais j'ai tout ça, mais j'en fais quoi? Et à un moment, je sais pas pourquoi ça s'éclaire. Ouais. Les pièces, elles s'emboîtent. Et comment t'as géré enfin, comment t'as trouvé, en fait, finalement, le mode de narration des choses humaines? Et est-ce que, physiquement, tu l'as ressenti, que t'avais trouvé quand même une solution Ouais, il y a un moment, alors là, c'est jouissif, où tu sais que t'as trouvé, que tu te sens bien. Et là, t'as un moment, c'est comme si t'avais pris une drogue, t'es vraiment en high. Mais ça dure qu'un petit temps. Mais oui, cette quête, et comme elle dure des mois, quand tu trouves... Et tu le sais que tu as trouvé. Tu le sais parce que il me semble qu'il y a une musicalité à ce moment-là de la langue. Beaucoup d'écrivains te diront qu'ils lisent leur texte à haute voix. Et quand c'est fluide, quand il y a une musicalité, tu sais que tu as trouvé. Et alors, il y a des auteurs qui sont vraiment portés par la langue. Tu vois, un auteur comme Beckett, la langue est omniprésente. Il y en a d'autres, moi j'ai pas cette prétention-là, mais il y a quand même une forme, il y a quand même qui s'accorde au fond. Tu vois, quand j'écris L'invention de nos vies, c'était un livre sur la compétition sociale, sur le déterminisme social. Je voulais une langue nerveuse, rageuse, les phrases sont longues, avec une ponctuation saccadée, des barres obliques. Tu vois, il y avait quelque chose d'un peu du rap, quoi, un peu nerveux. Et évidemment, par exemple, pour La Décision, un livre sur le terrorisme, tu vas pas t'aventurer vers des recherches stylistiques ou quelque chose de corseté, d'apprêté.
non. Et là, on est dans quelque chose à la fois de fluide et en même temps, évidemment, quand on est dans des dialogues, c'est plus nerveux, c'est plus parce que c'est quand même, tu vois, t'as un homme politique, t'as un ancien président, parfois il s'adresse à ses conseillers. Évidemment, quand il s'adresse à ses conseillers et quand il s'adresse à sa femme, il n'est pas le même. Et comment tu sais quand t'as fini, quand t'as terminé d'écrire que le livre est fini? Alors moi, je le relis tous les jours. Ouais. Mais à la fin, tu le connais par cœur presque. Et tu sais que c'est fini quand vraiment il n'y a plus un mot à changer, il n'y a plus une virgule à modifier. Après, moi, j'ai plusieurs phases. Donc, au début, je fais un premier jet et je considère que voilà, il y a une cohérence et je le fais lire à mes très proches. Et après, je retravaille. Je leur demande d'être honnête, de me dire ça c'est nul, ça c'est bien. Ouais. Et donc je retravaille et je ne le donne à mon éditrice que quand j'ai une sorte de confiance. J'aime pas. Je sais qu'il y a des auteurs qui donnent au bout de 50 pages à l'éditeur. Moi, je fais pas ça. Et est-ce que déjà tu es quelqu'un qui fait la fête? Je te pose cette question parce que comme le travail d'écrivain, c'est un travail de solitude, etc. Est-ce que tu te laisses quand même des moments d'aération, de récréation? Est-ce que tu es une fêtarde dans la vie, en fait? Je vais être honnête. En fait, on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de monde, je me sens pas toujours à l'aise. Moi, j'adore la discussion en tête à tête. Voilà, là, comme nous deux, on est en train de parler. Si on était plein, je serais beaucoup moins à l'aise. Donc, je privilégie toujours 2, 4, allez, 8 personnes. Mais après, bon, s'il y a une fête, je suis heureuse d'y aller. Mais je vais pas te dire que je suis une fêtarde parce que je rase les murs, en fait, dans les fêtes. Moi, j'aime bien tes épigraphes que tu mets dans tes livres. Et là, il y en a un qui est quand même... épigraphe, donc c'est les citations qu'on met au début des livres. Et il y en a un qui est assez iconique. L'épigraphe de ton livre, c'est « Tu connais le capitalisme, c'est se faire baiser ». Donc c'est une citation de Brian De Palma dans Scarface. Comment on choisit un bon épigraphe? Alors moi, j'aime bien... Faut vraiment que cette phrase dise quelque chose du contenu du livre. Et tu vois, là, tu sens tout de suite que tu vas entrer dans un livre qui va être un peu rageur, où il y aura de la colère. Et cette colère, elle va se cristalliser autour du capitalisme et de la façon dont le capitalisme a contaminé toutes les sphères d'influence, y compris la sphère intime. Et donc, tu sens que tu vas être dans un roman politique... et il va aussi être question de rapports de force sociaux en présence. Mais donc ça dit beaucoup. Alors en général, au début, j'en ai plusieurs. Et après, j'en garde juste quelques-uns, tu vois, maximum 3. J'aime bien la manière, évidemment, dont tu écris et surtout dont tu écris les scènes de sexe. Et ça revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que ta maman, tu disais qu'elle te refusait de regarder des films où il y avait des scènes peut-être osées, mais par contre, dans la littérature, c'était une liberté totale. Je suis hyper d'accord avec ça et je vois très bien pourquoi plus la littérature que le cinéma, parce que les images... les mots valent mieux que les images, sûrement. Et dans tous tes livres, d'ailleurs, tu décris des scènes de sexe assez concrètes et de manière hyper incisive. Et moi, j'adore, hein, je trouve ça super. Tu dis d'ailleurs, j'ai une citation là qui m'a beaucoup plu. Tu dis « Toute vie humaine se déploie entre 2 espaces, la naissance et la mort. Entre les deux, seul le sexe offrait une alternative crédible au suicide. » Déjà, cette phrase est iconique, mais pourquoi tu es si incisif quand tu parles de ces scènes de sexe, quoi? D'abord, quand tu choisis des personnages, il faut que tu dises tous d'eux, comment ils pensent, comment ils aiment, quelle est leur intimité. Donc vraiment, je vais au fond des choses. C'est normal, il faut caractériser ton personnage. Donc là, à ce moment-là, j'ai pas de limite. Si je décris un type comme le réalisateur, le personnage de réalisateur du cinéma qui prend les femmes, qui les jette, qui a un rapport assez brutal à la sexualité, je vais le décrire dans toute sa brutalité et sa violence. Il faut le faire. Donc là, j'y vais. Je me pose absolument aucune question. Après, la sexualité m'intéresse parce qu'il me semble que c'est le seul domaine
de la vie humaine qui échappe complètement au contrôle. Le désir, l'amour. Tu peux pas choisir de désirer quelqu'un. Tu peux pas choisir d'aimer quelqu'un. C'est quelque chose qui te tombe dessus. Et vraiment, là, tu peux avoir tous les pouvoirs du monde. Tu pourras jamais avoir le pouvoir de contrôler ça. Et c'est ce qui est super intéressant parce que quelqu'un qui est extrêmement dominant dans la sphère sociale, il peut être complètement dominé sexuellement par quelqu'un qui est beaucoup plus faible, beaucoup moins représentatif dans la sphère sociale. Et ça, je trouve ça absolument fascinant sur ce que ça dit des rapports de force en présence. Donc la sexualité, il me semble que ça échappe complètement au contrôle. Et aussi, j'aime bien envisager la sexualité comme point de rupture. C'est-à-dire que c'est ce point où des gens très ordonnés, très corsetés dans leur vie, vont déraper parce que la pulsion sexuelle est beaucoup plus forte. Et ça, c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps en littérature. Il me semble que ça dit beaucoup des personnages et ça dit beaucoup aussi de la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas occulter tout ce que révèle la sexualité. Ça dit des choses de nous, ça dit des choses de la société, ça dit des choses des rapports entre les êtres. Et donc, pour un écrivain, passer à côté ou l'éluder, ce serait vraiment une erreur. Et surtout, c'est un vrai plaisir de lire en fait des femmes qui parlent de sexe. Parce que moi, c'est vrai que on parle beaucoup de female gaze aujourd'hui dans la culture en général. Et je trouve que quand on a une écrivaine qu'on admire comme toi, qui nous parle avec sa vision, ça fait du bien. Et tu parles aussi de domination, de dominer des hommes qui souvent dominent les femmes sexuellement dans tes livres. Et c'est hyper important, je trouve. Et merci d'ailleurs de l'aborder de cette manière-là, quoi. Ouais, et puis il s'agit aussi de casser un peu les codes de la représentation, parce que il me semblait vraiment qu'au cinéma, il y avait une forme... alors c'est bien, si tu veux, on sent qu'on est en train de changer les codes culturels et il faut le faire, mais je trouvais que les choses devenaient de plus en plus codifiées, tu vois. Donc on nous dit, il faut décrire les femmes d'une certaine façon, aujourd'hui, attention, pas montrer des personnages faibles, féminins faibles, etc. Mais la réalité de la vie, parfois, elle est autre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer une pluralité de personnages. Alors il y en a qui sont forts, il y en a qui sont dominateurs, il y a des femmes qui sont très fortes, il y a des femmes qui sont plus fragiles, mais je vais pas transformer une réalité qui m'intéresse pour obéir ou pour correspondre au code du moment. Et je crois que c'est important de le faire. Je l'ai vraiment vu, tu vois, notamment avec les choses humaines, où on était vraiment sur un sujet ultra sensible. Mais moi-même, j'ai vu des femmes qui parfois avaient peur de lire le livre en me disant « Non mais là, un roman qui se place du point de vue de l'accusé, j'ai pas envie d'y aller. » Et elles y allaient et elles me disaient « Ah non, mais en fait, j'ai aimé parce que c'est complexe. Vous montrez plutôt la complexité de la vie. Et vous n'êtes pas dans le jugement. Encore une fois, moi, mon but, c'est pas du tout de donner les clés à mon lecteur, c'est de l'amener à réfléchir. Donc, dans tout ce que je décris, les sentiments, la condition féminine, la sexualité, je donne pas les clés. Moi, je dis, voilà, lui ou elle, ou telle personne se comporte comme ça, mais après, toi, tu as ta grille de lecture, tu as ton histoire, tu as ton vécu, tu as tes affinités. C'est important de respecter ça. Pour moi, le lecteur, c'est quelqu'un d'intelligent. Et c'est quelqu'un qui va se questionner à travers le livre. Je donne pas toutes les clés au lecteur. Et je trouve que le thème, le sujet en tout cas du viol, est-ce qu'il y a viol, est-ce qu'il n'y a pas viol, et le point de vue de l'accusé, dans Les choses humaines, c'est fait avec du génie. Enfin, pour moi, Les choses humaines, c'est un chef-d'œuvre. Et je me rappelle que je l'avais donné à lire à mon père qui est un homme oriental avec toute. Comme on les aime, on les aime à mourir. Mes frères, mes cousins, mon père, mes beautés en fait. Mais je lui ai donné ce livre à lire parce que on a toujours des débats sur le féminisme, la cause féministe. Lui, il trouve, évidemment, comme beaucoup d'hommes orientales, en tout cas de ma famille, en tout cas lui, que les femmes peuvent en faire trop à des endroits, etc. Je suis en combat, en fait, depuis toute ma vie avec lui sur ça. Et je lui avais fait lire ce livre et ça lui a changé sa manière de voir la vision de ce que les femmes pensent, ce que les hommes peuvent penser. Et ça l'a rendu plus intelligent. Donc, merci. Et c'est super important ce que tu dis. Tu dis, j'ai parlé avec mon père de ça, alors qu'on n'a pas les mêmes opinions. Mais moi, j'adore ça. En fait, c'est ce qui me gêne dans la société, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut fréquenter que des gens qui pensent comme nous. Et moi, ça m'intéresse quand même de me confronter à des gens qui pensent pas comme moi. Alors, jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'évidemment, tu vois, je veux pas me prendre un bâton dans la tête, mais j'aime bien le pluralisme des idées. Parce que
tu vois, ton père, après, il a changé d'état d'esprit. Ouais, Et moi aussi, je viens d'une famille méditerranéenne. Et j'ai vu l'évolution. Je vois la différence entre comment se comportait mon grand-père ou mon père et aujourd'hui mes fils, qui sont ultra féministes. Ouais. Ils sont les premiers, quand ils entendent quelque chose, à dire ah mais attends, non, comment tu parles, comment tu... Et j'adore ça parce que je me dis ben voilà, il y a vraiment eu un changement et ce changement il s'est fait quand même naturellement. J'aime pas quand les choses elles sont imposées par la force. Et tu vois, le dialogue, la lecture, donner un livre, ça fait réfléchir et je crois pas à la violence pour obtenir quelque chose des autres. Je crois qu'au contraire, c'est par laisser chacun s'exprimer, donner son point de vue, même si ça nous gêne. Parfois, il faut du temps pour changer d'état d'esprit. Et puis, il y a eu des modifications dans la société qui, parfois, ont pu prendre de court des gens qui avaient des pensées très enracinées, qui étaient le fruit d'éducation, très corsetées. Je les juge pas parce qu'il faut du temps pour comprendre aussi que la société est différente, que les êtres changent, qu'il y a une jeune génération qui veut autre chose et il faut être à l'écoute de ça. Et moi, j'ai pas d'enfant encore, j'en veux, donc voilà, le message est passé. Le message est passé. C'est ça. Enfin, je m'interroge beaucoup en fait sur ça. J'ai un éveil maternel très fort en ce moment, et je me pose la question de comment on élève des garçons féministes avec un certain poids culturel, voilà, peut-être oriental, avec son lot de virilisme. Bah, pour moi, déjà, il y a le modèle de ton conjoint ou ta conjointe, enfin, donc quelqu'un qui va donner une autre image. Enfin, moi, je sais que, par exemple, mon mari, la question s'est jamais posée. Enfin, il a toujours le partage des tâches, il a toujours élevé les enfants pareil. Enfin, il m'a toujours valorisé. Ça n'a jamais été un sujet. Ouais. Donc, bon, il s'avère que c'est quelqu'un de formidable, mais ça n'a jamais été un sujet. Mais évidemment, parfois, ça peut l'être. Et dans ces familles, dans ce cas-là, c'est peut-être parfois les enfants eux-mêmes qui vont proposer des choses différentes. Moi, par exemple, qui viens d'une famille méditerranéenne, ça me gênait tellement quand, à table, les hommes restaient assis et les femmes se levaient pour les servir. Ouais. Donc, je disais, mais attends, pourquoi les hommes restent assis et nous, on doit se lever ? Donc, normalement, si tu as des hommes bien constitués, ils vont te dire, bah ouais, en fait, tu as raison, il n'y a pas de raison que toi, tu sois à la cuisine, donc je me lève. Et je vois bien que l'ancienne génération, c'était établi, c'était comme ça. Mais là, ça a complètement changé. Enfin, moi, je vois autour de moi, dans les gens que je fréquente, il n'y a pas de c'est l'histoire de ma vie. Et voilà. C'est chaque vendredi soir est un combat, mais un plaisir aussi. Ouais, mais après, tu vois, encore une fois, parfois, ça fait partie de l'esprit de la famille. Surtout, tu vois, dans certaines familles, notamment dans les familles juives d'Afrique du Nord, il y a quelque chose d'un peu patriarcal. C'est vrai, on va pas se mentir, mais il y a aussi quelque chose de beau, parfois, dans ce rôle qui est dévolu au père. Enfin, bon, il y a des choses qui sont belles aussi. Il faut pas non plus tout rejeter. Après, évidemment, il faut changer, évidemment, mais ça prend du temps et ça viendra. Et il y a aussi le thème donc de la notoriété et du succès que tu arbores souvent, et en tout cas dans ce livre-là. Donc, on a un ancien président de la République, on a un réalisateur à succès, un peu génie, un peu mystique, qui se comporte très mal avec les femmes, etc. Mais en tout cas, il y a une actrice qui a un destin à succès. Tu dis même... Une citation, enfin je vais te citer, le succès, ce cadeau empoisonné, ça te tombe dessus, on te l'offre, tu dis merci, tu penses que c'est la chance de ta vie. En réalité, tu ne le sais pas encore, mais ça va faire le vide autour de toi. Tu vas en souffrir et pourtant, tu ne pourras jamais t'en plaindre publiquement, c'est indécent. Toi, tu es une écrivaine à succès. Quel rapport tu as à ton propre succès et par rapport à ce genre de propos que tu peux avoir dans ton livre ? À la fois, en fait, quand tu es artiste, tu rêves de ce moment où tu vas connaître une lumière sur ton travail. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est une exposition à laquelle tu n'es pas préparé parfois. Et il y a notamment quelque chose, c'est que tout d'un coup, pendant parfois des années, personne ne s'intéresse à toi. Et tout d'un coup, tu es dans la lumière et tout le monde s'intéresse à toi. Et c'est étrange, en fait. Tu vois, ton téléphone sonne pas et tout d'un coup, il se met à sonner. Et puis aussi, dans le même temps, tu as aussi l'inverse, c'est-à-dire des gens qui s'éloignent de toi parce que ce succès-là les renvoie à quelque chose d'eux-mêmes qui peut-être ils rêvaient d'accomplir. Et donc, moi, je t'assure, c'est très vrai. J'ai un rapport
très distant et même méfiant vis-à-vis de tout ça, parce que je sais à quel point c'est précaire, et je sais aussi que c'est important, toujours très important, de laisser la place aux autres. C'est-à-dire que si tu es... moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai une sœur que j'adore, on est hyper complices. Si par exemple, je suis avec ma sœur et il y a quelqu'un qui fonce sur moi pour me parler de mon livre sans lui adresser la parole, et ça arrive, je sais qu'il y aura un problème, parce que elle est brillante. Enfin voilà, il n'y a pas de raison que moi on me parle et on est deux, quoi. Et c'est vrai que peut-être que c'est ce que ça change, même si la notoriété d'un écrivain, elle est vraiment limitée et circonscrite au moment de la parution, tu vois. Mais il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que tout d'un coup tu prends de la place. C'est Despentes qui disait ça. Despentes, elle a aussi écrit sur ce sujet, et dans son dernier roman que j'adore Despentes, elle les cache, elle dit des choses, et elle dit, elle parle de la notoriété à un moment, et elle dit tu prends de la place. Alors elle, en plus, c'est une notoriété vraiment à un très haut niveau, et elle prend la place, et c'est pas facile pour tes amis, ou tu vois. Donc il faut vraiment être. D'ailleurs, c'est une fille qui a une carrière extraordinaire, parce que elle est réservée, à part quand elle est en promotion, elle est toujours très discrète, et je pense que c'est ce qui fait d'elle un artiste qu'on aime, quoi, une artiste qu'on aime. Je regardais une interview de Amélie Nothomb, justement, et le journaliste lui posait la question est-ce qu'il y a de la concurrence entre les écrivains, et comment elle gérait ça, et elle disait c'est indéniable, il y a forcément de la concurrence, après on est tous singuliers. Quel rapport tu as à ça, à la concurrence entre les écrivains? Alors, pour moi, c'est pas une compétition, la littérature. Vraiment, parce qu'en fait, tu es en compétition qu'avec toi-même, c'est ton livre. On peut pas dire qu'un livre est meilleur qu'un autre, ça veut rien dire, parce que chaque livre va trouver un écho pour un lecteur différent. Enfin, donc on n'est pas en compétition. Après, ce qui est sûr, c'est que quand tu sors à la rentrée littéraire, ce qui est la période des prix littéraires, on va nous mettre en compétition. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce sont les livres qui vont être sur les listes, qui vont être mis dans la lumière. Donc évidemment qu'il y a une forme de compétition des milieux artistiques à travers l'attribution des prix, mais les écrivains entre eux, en réalité, ils devraient jamais se sentir en rivalité, tu vois. Alors, je dis pas que tous ne le sont pas, mais en tout cas, voilà, t'avances avec tes cartes, et puis t'as des amitiés comme partout, t'as des gens, tu vois, t'as des auteurs qui deviennent tes amis, que tu vois, qui sont heureux pour toi, qui t'aident. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas du tout se placer dans cette optique-là, surtout quand tu veux construire une œuvre. Enfin, c'est sur une vie, tu vois. Donc, peut-être ce sera l'univers d'un prochain roman, l'édition, les écrivains, la littérature. Ouais, peut-être, mais il y a toujours, tu sais, dans mes livres, il y a souvent des écrivains ou des rapports à l'écriture. C'est vrai. Mais c'est pas un milieu plus compétitif qu'un autre. Hein. Enfin, en réalité, si tu réfléchis, tous les métiers, on bien sûr, parle de noirceur. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'adore comment tu décris, voilà, les côtés sombres un peu de ces univers-là. Et aussi, donc évidemment, un thème dont tu parles énormément, c'est le thème de l'amour, forcément. Qu'est-ce que tu penses de l'amour en 2025 au regard de cette citation de ton livre, qui est un peu longue, mais je vais quand même te la lire parce que, en tout cas, je vais la lire aux auditeurs parce que, en fait, on donne envie aussi de lire des livres aux gens en leur lisant un peu les textes. Tu peux boire ton café en même temps. Je n'avais pas trouvé ma place dans cette nouvelle économie du sexe où il fallait confier son désir à des applications de rencontres, ni dans cette reconfiguration des rapports amoureux où l'on revendiquait la liberté sexuelle comme une norme dogmatique alors qu'elle n'était devenue qu'un mode d'expression du capitalisme. J'écoutais parfois ma fille Léonie et ses amis évoquer leurs relations polyamoureuses avec une joie et une légèreté apparente, mais leur liberté n'évitait pas la souffrance. Elles jonglaient avec tout un vocabulaire anglo-saxon qui identifiait les nouveaux comportements amoureux, love bombing, ghosting, gaslighting, démonstration d'amour excessif suivie de disparitions brutales, confusion, manipulation, refus de l'attachement. Je n'enviais pas leur jeunesse. Il me semblait que ma génération avait été plus insouciante. Tu penses quoi de l'amour en 2025 ? Un peu ce que dit Marianne, mon personnage. C'est compliqué, ça a toujours été compliqué. Enfin, tu vois, Barthes avec ses fragments d'un discours amoureux, je dirais qu'il a tout dit sur la complexité de l'amour, et c'est un truc qui
qui reste quand même au cœur de nos préoccupations. Mais c'est vrai que la société a beaucoup changé, tu vois, et je vois qu'en réalité, je pensais que ça créerait plus de liberté, c'est vrai, mais ça crée aussi autant de vulnérabilité, et notamment les sites de rencontres. Donc je pense pas qu'aujourd'hui on soit mieux armé. Face à l'amour, ça reste une zone à risque, ça reste une zone dangereuse, parce qu'on confie quand même à une autre personne tout notre être, parce que le jour où on n'est plus aimé, ou si ça arrive, c'est quelque chose d'hyper violent. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a même toujours fascinée pourquoi les gens continuent à y aller, à y aller, parce qu'ils savent qu'ils peuvent se prendre une grosse claque. Et c'est ce qui est fascinant. Enfin, j'adore raconter des histoires d'amour dans mes livres, parce que ça dit là aussi beaucoup des rapports de force en présence. Là aussi, c'est celui qui aime le moins qui en réalité a le pouvoir, parce qu'il est plus détaché. Et celui qui aime trop, il doit parfois cacher. C'était César Pavès dans Le métier de vivre qui disait que le secret, c'était de ne jamais montrer à l'autre à quel point on l'aime, parce que sinon, on lui donne un énorme pouvoir sur nous. Donc c'est terrible de se dire qu'on doit cacher son amour pour être vraiment aimé. Et puis là, dans ce livre, ça m'intéressait beaucoup de confronter les générations. Tu vois, il y a beaucoup de discussions entre Marianne, qui a la cinquantaine, et sa fille Léonie, qui a la vingtaine. Ouais. Et Léonie, pour moi, elle incarne vraiment la relève. Elle est féministe, elle est combative, elle est de tous les combats contre les violences faites aux femmes, pour l'égalité. Et on voit aussi qu'elle est hyper vulnérable, en fait, qu'elle tombe dans les mêmes pièges. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on a beau être mieux armé intellectuellement, on a beau on a beau incarner aussi ce renouveau et être vraiment consciente des errances du passé, parfois on commet aussi des erreurs comme nos parents ou comme les générations précédentes. Et voilà, j'aime bien l'idée j'espère d'ailleurs que ce livre, comme les précédents, seront lus par des gens de générations différentes, pour qu'il y ait confrontation aussi des points de vue, tu vois, parce que c'est facile pour personne, y compris parfois pour les parents eux-mêmes, de comprendre l'évolution de la société contemporaine. Et moi, l'année dernière, j'ai donné un atelier d'écriture à Sciences Po. J'ai eu la chaire d'écrivain en résidence et j'ai adoré cette expérience. Ouais. Donc j'étais avec des jeunes d'une vingtaine d'années et je leur faisais travailler sur des photos, des textes. Enfin, ils devaient improviser. Et j'ai adoré aborder justement des questions de féminisme. Et je me disais, mais j'adore en fait, parce qu'ils pensent, mais collectivement. Vraiment, il me semble qu'on va quand même vers plus d'égalité, plus d'intelligence. Même si évidemment, une révolution, elle ne se fait jamais aussi sans dommages collatéraux. Voilà. Et MeToo a été une révolution tellement importante pour nous tous. Et justement, au regard de cette transmission, toi, au regard de ton expérience, de ta carrière à succès, de tous tes livres, etc., ce serait quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière et que tu aimerais transmettre à des jeunes qui veulent écrire ou qui veulent entreprendre des projets ? C'est vraiment de ne jamais se sentir limité par quoi que ce soit. Vraiment, moi je dis souvent, si j'y suis arrivée, je vois pas pourquoi en fait vous n'y arriveriez pas. Je venais pas d'un milieu de l'édition, où j'avais pas spécialement des codes, mais j'ai travaillé, j'ai envoyé mon livre. Et puis il faut pas hésiter, vraiment, je le redis, mais c'est tellement important, je l'ai su trop tard. Il faut provoquer les rencontres. Moi, je te dis, si quelqu'un qui écrit, un jeune, vient me voir en me disant j'ai besoin de conseils et tout, je vais l'aider, je vais lui donner des conseils. Et il ne faut pas hésiter à forcer le destin. Et parfois, on attend que la chose se produise dans nos vies. Et non, il faut y aller, il faut foncer, il faut croire en ses rêves et vouloir les réaliser. Et puis de toute façon, si c'est une passion, ça finira par se concrétiser. Et c'est quoi tes trois... on va dire... Non, je ne peux pas te dire ton livre préféré, parce qu'il y en aurait des milliards, mais si tu devais en choisir trois, on sort de là, on va acheter en librairie, ce seraient lesquels ? Déjà, La Tâche de Philippe Roth. Moi, j'adorais cet écrivain. Quand je l'ai découvert, j'avais l'impression qu'il écrivait pour moi. C'était moi, sa lectrice. Et ce livre, il est quand même... vraiment intelligent, intéressant, fluide. Mais lui aussi questionnait la société américaine,
Voilà, bon, moi, ça trouve vraiment un écho en moi. Ensuite, Kafka. Alors, peut-être le journal ou... Oui, le journal est vraiment très, très profond. Pour ceux qui ne veulent pas lire tout le journal, La lettre au père de Kafka, c'est un texte hyper court, mais qui dit toutes ces névroses, pour moi, qui dit beaucoup de choses sur cet écrivain. Donc, sans doute Kafka. Après, peut-être Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée, parce que c'est évidemment une femme qui m'a aidée à penser ma condition de femme. Moi, je venais d'une famille juive séfarade, où c'est vrai que les femmes étaient plus que mésestimées. Enfin, moi, mes parents étaient déçus quand ils ont appris que j'étais une fille. Ils voulaient un garçon. Enfin, je viens vraiment d'une époque où c'était le garçon qui était valorisé, les garçons d'une manière générale. Ça vous marque quand même durablement. Et la lecture de Simone de Beauvoir a été fondatrice. Et elle l'est toujours. C'est-à-dire que quand, par exemple, aujourd'hui, je lis La force de l'âge et qu'elle parle de ses relations, ses affinités intellectuelles avec Sartre, mais pour moi, je me dis, mais si je découvre un monde, parce que je me dis, voilà un homme qui, par les discussions qu'il pouvait avec cette femme, la place qu'il donnait à cette femme dans sa vie affective, mais aussi sa vie intellectuelle, elle disait tout de son rapport à la place des femmes dans sa vie, dans la société. Et donc, voilà, je dirais ces trois livres, mais il y en aurait tellement d'autres. Voilà. Et pour conclure... Maintenant, je pose toujours cette question aux invités. Et Dieu dans tout ça? C'est la part intime. Et moi, je viens vraiment d'une famille où on parlait pas du tout de son rapport ni à Dieu, ni à son identité. J'ai un peu plus de liberté aujourd'hui, mais quand même, ça m'est resté. C'est du domaine du privé. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. J'ai adoré. Moi aussi. Enfin, c'était un super moment. Ouais, moi aussi. Quel invité je devrais inviter dans le podcast le prochain, selon toi? Alors moi, je suis très amie avec David Fonkinos, qui est juste génial. Okay. Il est drôle, il est intelligent, je l'adore, c'est mon ami, donc peut-être David Fonkinos. Tu lui envoies un message? Je lui envoie un message. Super, merci beaucoup. Salut, à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.